une boîte qui ne considère pas la culture d'entreprise, donc les salariés et l'impact, parce que je vais mettre l'impact dedans, complètement. au cœur de son business, meurt demain. Elle n'existera plus demain. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Bonjour Charles. Hello. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On est ensemble à Paris. Tu viens à Paris ce matin. On en reparlera. On est dans des super locaux, à côté de Saint-Lazare, les locaux de l'agence Raoul. Donc on remercie pour cet accueil. Du coup, Charles, toi, tu es le cofondateur du Fourgon. Tu es entrepreneur depuis 15 ans. C'est pas ta première boîte. Tu as monté une première entreprise qui a commencé en tapant sur un chien virtuel sur Facebook, si je me trompe pas, que tu as revendu depuis à Webedia. Et aujourd'hui, tu permets aux gens des nombreuses agglomérations dans lesquelles tu es présente et de plus en plus en France de se faire livrer à la maison des boissons et même plus maintenant consignées. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Écoute, comme tu l'as dit, j'ai créé une première boîte il y a 15 ans. Je voulais être entrepreneur. J'avais ça au fond de moi, donc j'ai créé une boîte. Puis on en reviendra peut-être dessus. Et le Fourgon, c'est avant tout un vraie volonté avec Stéphane et Maxime, qui sont mes deux associés cofondateurs, d'avoir de l'impact. Le monde, il va quand même pas dans le bon sens. Et le problématique du réchauffement climatique, elle est vraiment là. Et donc, voilà, ce qui nous a rassemblés, c'est de dire comment nous, en étant, j'espère, encore un peu jeune, et même si les années passent, et en ayant de l'énergie surtout à revendre, comment nous, on peut essayer de changer des choses sur cette trajectoire du réchauffement climatique qui est très, très problématique. Et c'est ça qui vraiment nous anime, et c'est pour ça qu'on a lancé le Fourgon. Vraiment, c'est vraiment on en reparlait d'ailleurs encore hier soir avec Maxime et Stéphane, c'est la raison pour laquelle on se lève tous les matins. Et à quel moment ce déclic se produit ? Parce qu'à l'époque, tu veux être entrepreneur, donc tu te lances de manière assez naturelle dans ce qui va devenir un SaaS à terme. Ouais. Donc, les boîtes tech, l'écosystème startup qu'on peut connaître, etc., qui est assez différent finalement de ce que tu fais aujourd'hui. Quand est-ce que tu as ce switch de se dire il faut que j'aille vers plus d'impact ? Écoute, il y a un élément qui est quand même les enfants. J'en ai 3 aujourd'hui et donc ma première à 8 ans. Et je pense que ça commence à jouer à partir de ce moment-là. Et je pense qu'en parallèle, j'ai toujours ça au fond de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été très manuel sur plein de sujets. J'ai fait plein de trucs, on pourrait venir, mais à la fois de sport, de bricolage, j'ai potager, voilà, beaucoup de choses. Et je pense que quand on a le goût du manuel, indirectement, on se dit comment au quotidien je peux construire quelque chose d'un peu plus durable. Et voilà. Et en face, effectivement, les enfants te font prendre conscience que les déchets ils sont monstrueux. On les subit totalement. Moi, je prends toujours l'exemple de cette poubelle que je mets au bout de ma rue. Et en fait, elle débordait de tout ce qui était emballage, tu vois. Et je dis mais c'est quand même dingue. On essaye de faire gaffe. Alors certes, on a un métier prenant, tout ça, donc on peut pas aller faire toutes les boutiques, les petites boutiques, etc. C'est compliqué en termes de timing, mais néanmoins, le commun des mortels, il le subit totalement ces déchets-là. Et quand on a une famille, c'est là où les déchets augmentent parce que tu as des biberons, tu as des bouteilles d'eau, puis tu reçois beaucoup plus d'amis chez toi plutôt que d'aller dans les bars dans ces âges où tu as des enfants chez toi. Donc forcément, la consommation à domicile te fait consommer plus d'emballage directement. Et donc, tu as cette évidemment prise de conscience qui arrive à ce moment-là. Mais t'es toujours ravi quand tu te retrouves avec des gâteaux qui sont emballés individuellement ou ce genre d'hérésie. Voilà. Ouais, je me bats encore. Vous le voyez pas, mais il s'est énervé directement quand j'ai dit ça. Non, mais je me bats encore. Et d'ailleurs, c'est un truc marrant parce que forcément, encore plus avec le Fourgon, j'essaie de regarder comment on peut réduire à 100% vraiment tous les emballages et comment on peut faire différemment. Tu as 2 trucs qui m'excellent aujourd'hui. Tu as les pommes potes, tu sais, c'est des trucs où tu as 20 centilitres de compote, tu as tout cassé dedans. Exactement. Et tu dis, mais nous, il y a 25 ans, j'en ai 37, donc il y a même 30 ans,
on nous donnait une pomme et une banane, quoi, tu vois. Et puis aujourd'hui, on pourrait mettre de la compote dans une gourde, mais au final, c'est une pomme-pote. Enfin, voilà. Et ça, c'est un sujet tu vois, de discussion avec ma femme, dire comment on fait mieux, sans que ça nous prenne trop de temps, parce qu'on n'a malheureusement pas 3 heures. Tout le monde ne peut pas faire un mode de vie à plein temps. Exactement. C'est le fait que tu bosses beaucoup, ma femme aussi, etc. Mais donc, il y a plein de trucs là-dessus. Et l'autre truc marrant, c'est qu'à l'école, ma première, donc ils sont de plus en plus sensibilisés, ce qui est une super nouvelle, parce que quand même, au niveau du primaire, tu vois, quand tu as cette sensibilisation, mais elle me dit parfois, papa, donc il faut pas ramener de déchets. Donc, elle retire. Alors, c'est ça le truc un peu dingue, elle retire l'emballage du biscuit. Elle le fout à la poubelle chez nous et elle le met dans un truc, emballage, pour l'amener à l'école en disant je fais 0 déchet. Là, je lui explique, écoute, elle s'appelle Philippine. Elle dit Philippine, c'est bien, mais on va aller un peu plus loin que ça maintenant. Parce que l'emballage, malgré tout, tu l'as. Donc, voilà. Quand même, ouais. Donc, on n'est clairement pas parfait, mais en tout cas, voilà, avec le fourgon, on y reviendra, mais on a vraiment réduit de manière drastique de l'ordre de 2 à 3 par nos poubelles grâce à ça, et c'est valable chez tous nos clients. Parce que les bouteilles, c'est volumineux, ça prend de la place, c'est lourd, et c'est donc très visuel. Donc, en gros, ma poubelle, je la mets une fois tous les 3 semaines maintenant. Et justement, donc du coup, le fourgon, c'est un concept qui tourne autour de la consigne. Alors pourquoi tu t'es orienté vers ça, vers la consigne, puisque quand tu veux entreprendre dans l'impact, et heureusement, il y a plein de manières de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ce modèle-là que tu décides de ramener au goût du jour? Écoute, moi, quand j'ai vendu Addictiz, c'était début 2018, donc je suis resté 3 ans, donc j'avais ce contrat un peu de 3 ans avec Webedia qui nous a racheté, voilà, la période burn-out. Et en fait, pendant ces 3 ans, évidemment, je devais accompagner, je voulais vraiment bien le faire, mais en même temps, je commençais à me dire, ça sera quoi le prochain projet? Et une des cases qui était importante pour moi, c'était l'impact, donc commencer à réfléchir à plein de trucs, voilà, plus ou moins avancés, et puis à un moment est venue une discussion avec Maxime, qui est donc l'un des deux cofondateurs, des 3 cofondateurs, des 2 associés. Maxime, qui est un de mes amis d'enfance, où on a commencé à parler des déchets, juste autour d'un apéro, et donc voilà, il y avait ce constat de se dire, c'est quand même dingue le volume que ça prend dans une poubelle, donc c'est vraiment ce truc-là de la poubelle, physiquement. Et l'autre, le constat, quand tu prends un apéro avec un pote, tu sors une bière de 75 centilitres, tu sais, la bouteille en verre, tu la remplis, tu la vides, dans 3 verres. Ouais, oui, mais c'est hallucinant. Voilà. C'est hallucinant. Donc ça se prend le temps de vider le truc, c'est quoi, 20 secondes, 30 secondes, voilà, plus ou moins, t'es plus ou moins à l'aise de mettre de la mousse, etc. Et tu vois, et donc tu le vides et tu mets cette bouteille qui est en état extraordinaire dans une poubelle. Et donc il y avait un manque de bon sens incroyable. Je prends toujours l'exemple de dire, est-ce que vous feriez ça avec votre assiette ou votre verre? Bah non, tu la mets dans un lave-vaisselle, quoi. Donc pourquoi on fait pareil avec... Donc c'est vraiment parti de ça. Et là, je me suis dit, tiens, il y a certainement un sujet à redigitaliser, parce on avait dans notre tête la tournée du laitier d'il y a 40 ans, quoi, qu'on a plus ou moins vécu selon l'âge qu'on a et le souvenir qu'on a. Mais moi, c'est ma mère qui me disait ça. Je veux dire, toi et moi, moyennement, je pense. Ouais, moyennement. Mais il y avait une sorte de pensée commune. Je l'avais peut-être pas vécu, mais on savait qu'il y avait ce laitier. Oui, ça existait. Et ça semblait pas être un défi monumental à la science et à la logistique, quoi. Non, le truc marchait très bien à l'époque, quoi. Et par contre, il en restait d'ailleurs, il y en a toujours quelques-uns en France, des indépendants qui ont leur camionnette. Alors, ils vivent pas bien, mais bon, ils font ça eux-mêmes. Ils vont surtout dans des villages, des villes un peu plus reculées. Mais dès que tu t'approches des grosses villes, alors même de plus de 100 000 habitants, t'as plus personne, parce que complication d'avoir ce genre de service tant que c'est pas digitalisé. Et donc et moi, ça faisait 15 ans que j'étais dans le digital. Je dis, mais si on digitalise ça, qu'on rend l'expérience canon avec une app, tu commandes, tu as des produits sympas, tu te fais livrer le même jour, et on te simplifie ta vie avec ton retour de déchets, donc de bouteilles, c'est canon, tu vas te dire. Et donc cette intuition-là, on l'a eu assez vite. Et là, je me suis dit, j'ai un souvenir... alors à Lille, je suis tous les jours à vélo, moi, j'ai plus, ma bagnole, elle n'existe plus. Et donc j'ai un souvenir un soir de janvier 2020 sur un pont un peu lugubre, parce que dans le Nord, il fait pas tous les jours beau, malheureusement. Si, c'est des gens. Ouais, ça arrive pas souvent qu'il fasse moche, mais en tout cas, ce soir-là, il faisait assez lugubre, un soir de janvier. On s'imagine bien la brume. Ouais, la brume, etc. Et vraiment, j'étais seul sur mon vélo au-dessus d'un pont, et là, j'ai un flash. Je me dis, mais si on plug ce truc avec du digital, avec ce retour de la consigne, avec l'importance de recréer une offre, il y a un truc à faire, quoi. Là, j'ai rappelé Max. Bon, après, il y avait ma dernière année, donc on a mis un peu de temps pour se lancer. Le truc, quoi. Ouais, parce que moi, il y a eu le confinement et j'étais surtout en dernière année je devais encore rester 1 an chez Addictiz. Mais en tout cas, ça a permis de mûrir cette idée à partir de ce moment-là en disant,
tac. Et de cette idée-là, on a peu changé de choses, en fait. Donc, voilà. Et justement, je reviens là-dessus. C'est un concept qu'on voit de plus en plus sortir. On a un autre invité qui était passé là-dessus, qui l'avait fait sur ce podcast, qui l'avait fait sur sa marque de vin. Toi, tu le fais aussi sur toutes les marques qu'on peut imaginer. Enfin, si je veux me faire livrer ma bière ou mon coca ou je sais pas quel soda ou ma soupe, tout ça c'est possible, quoi. Et c'est pas toi qui produis la soupe, le coca, etc. Enfin, ça se pourrait si t'étais devenu Coca-Cola. Mais et on a toujours dit la consigne c'est impossible, c'est un défi logistique, on s'en sortira pas. Enfin, il y a 1 million de bons arguments pour pas le faire, entre guillemets. Qu'est-ce que tu réponds à ça et comment tu as réussi à ramener ça finalement de manière assez simple Alors, ce qui est sûr, c'est que le marché du réemploi, de la consigne, il a été dévasté. La filière a disparu quasiment avec l'arrivée de la grande distrib il y a 40 ans, le tout jetable, le pseudo-recyclage. Donc tout ça a fait que effectivement les contenants réemployables ont disparu. Je pense que tu parlais d'Oé sur le vin. Ouais, absolument. Et donc Oé, effectivement, l'ambition c'était de dire on va remettre déjà des bouteilles réemployables. Il faut que l'épaisseur soit bonne en termes de bouteilles, sinon elle peut casser plus facilement. Il faut que la colle et l'étiquette soient solubles pour qu'elles partent lorsqu'on les nettoie. On a tous cette expérience de cette machine à laver, de l'étiquette. Quand on met un pot de confiture, l'étiquette elle part plus ou moins. Ouais. Tu vois, donc ça c'est une composante intéressante pour que forcément on puisse en mettre une neuve et que ça soit en tout cas bien cyclique. Mais c'est vrai que ça a été dévasté, la filière a disparu. Donc quand nous on a démarré il y a 20 mois, on s'est dit on va déjà regarder ce qui existe. Étant lillois, on a la chance, c'est qu'en Belgique ça n'a pas disparu, donc on a pu déjà se sourcer. Voilà. Alors sur la bière notamment, sur d'autres produits, le lait par exemple, on a du lait belge aujourd'hui. Tout ça a fait que on a pu démarrer avec une première offre qui était de 180 produits. D'accord. Depuis 20 mois, et ça c'est Maxime qui gère toute cette partie-là sur l'offre. On a été travailler avec des producteurs, on a fait référencer des OE, forcément s'y mettent aussi, donc on a pu les mettre dans l'offre. Donc on a fait un travail de dingue sur aller voir tel producteur de jus, tel producteur de soupe, leur dire tiens, on a un nouveau modèle de distribution plus vertueux, en plus plus local pour vous, donc qui fait énormément de sens d'un point de vue en tout cas connaissance de marque pour un petit producteur du coin. Et donc on leur a dit il faut que vous mettiez une nouvelle bouteille. Et donc on a accompagné 200 boîtes là-dessus depuis 2 ans et qui nous permet d'avoir 1000 références aujourd'hui sur plein de jus, plein de nouvelles soupes, de l'huile d'olive, on a fait énormément de travail sur la bière aussi, parce qu'il y a beaucoup de brasseries qui voulaient s'y remettre. Alors mais plein d'exemples que je pourrais citer, mais c'est et le vin notamment, histoire un peu marrante, ce que constate OE de plus en plus, c'est que il y a 2 ans, les mecs du vin nous disaient ça a disparu, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, c'est toujours le problème. On leur dit, quand le discours devient tellement dominant que c'est difficile. Ouais. Donc on leur dit écoutez, on pense qu'il y a une autre façon de faire quand même, si on veut réduire les déchets, le CO2, etc. Et donc on a eu un accueil un peu mitigé à ce moment-là. Et depuis une petite année, depuis l'été dernier, on a aujourd'hui beaucoup de mecs qui nous rappellent en disant ça serait quand même pas mal qu'on s'y mette. Pourquoi ? Parce que l'énergie a explosé. Donc le coût d'achat d'une bouteille neuve en verre, pour le vin, tu mets pas beaucoup de vin dans une bouteille en plastique. Non. Bouteille neuve en vin. Pas encore. Encore, il y en a qui... C'est vrai truc, je veux dire, on se respecte encore. Mais... C'est quoi cette marque ? Je crois que c'est Super U. Je les cite parce que ça m'a vraiment choqué. Les mecs se disent ils ont une opportunité de remettre le réemploi parce qu'en gros, le nettoyage va coûter de moins en moins cher et moins cher surtout que la bouteille neuve achetée. Donc c'est tout un intérêt de nettoyer plutôt que racheter les bouteilles neuves économiquement. Donc dans un certain cas, l'augmentation du prix d'énergie est quelque chose de très positif. Ça nous permet de nous réinventer. Si elle est trop bon marché, on continue à polluer. Et en fait, donc beaucoup nous rappellent et on a une super gamme aujourd'hui avec énormément de vins, d'indépendants, de vignerons qui s'y remettent, donc partout en France. Et donc pour l'exemple de Super U, c'est que les mecs, au lieu de dire ok, on remet le réemploi, ils se sont dit bonne idée, on va mettre du plastique. Du plastique à la place, c'est trop moins cher. Canon. Donc mais bravo les mecs. Juste pour bien comprendre, toi, où est-ce que tu commences, où est-ce que tu t'arrêtes ? J'imagine que si tu veux du coup pouvoir réutiliser tes bouteilles, il faut investir dans des laveuses ou un truc assimilé quoi. C'est toi qui gères ça pour les marques que tu distribues, ou c'est eux qui investissent derrière, qui font l'investissement dans une machine plus ou moins industrielle pour être capable de gérer ce cycle-là ? Alors écoute, il y a deux modèles. En fait, il y a le modèle où certains font l'investissement, où ont gardé la laveuse. Tu parlais de Coca-Cola, ils ont gardé des lignes de consignés. Donc ils ont si tu veux, tu as les 3 lignes de plastique, une ligne de consignés. Les palettes arrivent avec les casiers Coca-Cola, avec les bouteilles vides. Elles sont nettoyées automatiquement.
les casiers aussi, re-remplis, et hop, repalettisés dans des caisses. Donc c'est hyper bien foutu. Voilà, c'était la meilleure usine que j'ai visitée, moi. Il y en a d'autres dans l'eau, etc., qui sont très bien aussi. Je pense à Saint-Amand dans le Nord avec qui on travaille. Enfin, il y en a plein d'autres en France, voilà, sur les gros industriels. Et à côté de ça, tous les indépendants, les petits producteurs, ils n'ont pas les moyens pour acheter une laveuse. Si tu veux, une laveuse industrielle, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et voilà. Donc en fait, c'est là où il y a des partenaires locaux, nous, avec lesquels on travaille. Je peux citer Bout à Bout dans l'Ouest, Haut la Consigne dans le Nord. Rebouteille, ma bouteille s'appelle Revient près de Lyon. Donc en fait, tous ces partenaires-là, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais tous ces partenaires-là, en fait, leur mission a été de dire il faut qu'on trouve une solution de nettoyage. Parce que si on ne nettoie pas, ça ne marche pas. On va récupérer, ça ne marche pas. Et donc, eux, on crée des structures aujourd'hui de nettoyage où ils nettoient les bouteilles pour le compte des producteurs qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les volumes. Voilà, le jour où ils ont un volume, peut-être que ça vaut plus le coup d'acheter, effectivement. Mais au début, quand tu fais que, je sais pas, 1 million de bouteilles vendues par an, ça vaut même pas le coup financièrement d'investir dans un outil pareil, quoi. Oui, complètement. Et pour revenir au point de départ qui était donc l'impact et la réduction des déchets, je pense que c'est globalement acquis dans la conscience collective, en tout cas dans le mien, que c'est bien, la consigne, que ça va réduire les déchets. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, qu'on ait un ordre de grandeur de à quel point c'est efficace? Écoute, c'est sûr que dans la pensée commune, tout le monde se dit que le plastique, c'est pas génial. Voilà. Par contre, il y a encore beaucoup de choses que les gens savent pas. C'est que, en fait, il y a ce qui a permis l'émergence du plastique. Bon, c'est le pétrole, c'est l'industrie pétrolière, etc. Mais c'est surtout le fait que les industriels se sont dit, ça va être le problème de quelqu'un d'autre, et que le transport va coûter moins cher parce que le plastique est plus léger que le verre. D'accord. Donc ça a été vraiment le point de départ. En gros, tu mets plus de bouteilles sur une palette. Globalement, 15% de plus. D'accord. Et voilà, on parle de 30, quand tu as un camion de 33 tonnes, c'est la charge utile du camion, tu peux pas mettre plus. Donc évidemment, si tu as moins de poids de verre, tu peux mettre plus de poids de liquide. Voilà. Donc ça, c'était un peu le point de départ de cette ultra-industrialisation de la consommation depuis 40 ans. Et en fait, quand tu regardes vraiment les analyses de cycle de la vie des bouteilles, le verre, c'est ce qu'il y a de pire. Quand tu l'utilises une seule fois. D'accord, ok. En fait, voilà. Oui, parce que c'est compliqué à produire, entre guillemets, quoi. Tu sais l'énergie, produire, des ressources. Alors tu le recycles bien. Le verre, c'est recyclé en France, c'est plus de 70% environ de recyclage, parce qu'on arrive à bien le flécher. Mais le problème de la fabrication d'une bouteille en verre, c'est que c'est extrêmement énergivore. En gros, il faut chauffer le sable à silice à 1500 degrés. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie. Et quand tu fais du plastique, tu dois quand même chauffer fort le pétrole à 900 degrés, mais tu as besoin de moins de matière aussi. Voilà. Et le seul truc, c'est que dès qu'on va commencer à réutiliser, donc une bouteille en verre réemployable... À terme, tu rentabilises ton coût énergétique. Mais très vite. Alors, on est en train de finaliser toutes les ACV, on est en train de les refaire, etc. Donc tout ça doit être... Une ACV, c'est quoi? Alors, pardon, oui, une analyse de cycle de vie. En gros, aujourd'hui, pour quand même considérer c'est quoi du début à la fin l'impact carbone, mais pas que, tu as différents rapports. Et globalement, des deux usages, une bouteille en verre réemployable est mieux qu'une bouteille en verre. Et je vais prendre une pincette parce qu'on est en train de faire valider tout ça, nos ACV par des experts, etc. Mais globalement, dès 4 à 5 réemplois, on est mieux que la bouteille plastique. D'accord. En fait, tout ce qui consomme de manière très forte aujourd'hui en CO2, tout ce qui coûte en CO2, c'est la production. Et c'est valable dans le monde de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, tu vois, un ordinateur, dans le numérique, c'est ce qui coûte le plus cher en CO2 à produire. L'usage de l'ordinateur, c'est pas grand-chose. Et donc, dès qu'on rentre dans de l'usage, tout va bien. Et donc, le gain qu'on indique du coup en CO2, à chaque bouteille réemployée, c'est 79% de CO2 en termes de gain. Voilà. Et si je finis un peu sur cette parenthèse impact, la boisson, c'est environ 5% du CO2 en France. 5%. C'est énorme. Oui, c'est monstrueux. C'est beaucoup plus que l'usage des emails. Donc juste, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi, je vide ma boîte mail. La boisson, c'est pas très... » Je fais « Non, en fait, je vais t'expliquer. Continue, si tu veux, un peu à faire ta boîte mail, mais l'impact est quasiment ridicule. Par contre, vraiment, utilise des choses réemployables dans tous les jours de ta vie, au quotidien, quoi. Et donc... concrètement, voilà, c'est 5%, tu as environ un tiers qui est lié à l'emballage. D'accord. Voilà, les autres 2 tiers, il faut produire la boisson, une bière, il faut chauffer du houblon, etc. Donc, tu as un besoin d'énergie là-dessus, mais 5%, c'est énorme. Donc, voilà.
tu disais justement le verre se recycle bien, mais j'imagine que du coup, le coût de recycler le verre en termes de coût énergétique va être, Totalement. en gros plus élevé que le fait de simplement laver et réutiliser la bouteille, quoi. Quasiment tout. Ouais, la vache, c'est 60 degrés. Quand effectivement, le recyclage, c'est 1500. Donc, le recyclage, c'est très bien. Il faut le faire en dernière étape, après 40 vies. Là, tu peux recycler. Et l'avantage du verre, c'est que tu as très peu de perte de matière. Moins d'1%, contrairement au plastique. Déjà que le plastique, alors je ne sais pas si tu sais le taux de recyclage du plastique en France. Si tu commences à me faire des quiz là-dessus, je vais être mauvais. Hein. C'est de l'ordre de 26%. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans en même temps, on ne sait jamais si se recycle vraiment ou pas, non? Tu as plein de problèmes. C'est que tu as le problème effectivement, du tri, des gens qui trient plus ou moins bien. Tu as le problème des industriels qui mettent des plastiques pas vraiment. Alors, tout est recyclable, mais en gros, à moindre coût, pas vraiment. Donc, en gros, voilà. Et donc, au moment de la zone de tri, la décharge, ils préfèrent revaloriser. C'est le terme qu'ils utilisent, c'est pour pas faire de greenwashing. D'accord. Ils disent revaloriser, c'est incinérer ou enfouir. Ah, c'est revalorisé, ça? Ouais, c'est ça revalorisé. D'accord. Donc, ils brûlent des déchets pour chauffer des habitations. Donc, je trouve ça génial. Encore aujourd'hui qu'on crame du CO2 pour ça, mais je suis ironique, hein. Et donc voilà, donc ils essayent de mieux faire, mais le taux il est ridicule, quoi. Donc voilà. Donc du coup, de ce que tu me dis, c'est un modèle qui est bon pour l'environnement, qui est économiquement viable et qui va l'être de plus en plus. Ouais. Et en fait, au final, le seul truc que je vois qui peut être difficile, vas-y si tu veux, hein, je crois. Oui, mais c'est juste qu'elle a été coincée. Ah, très bien. Voilà. Le seul truc que je vois qui peut être difficile, c'est en fait on n'est pas habitué. Tu as besoin de faire changer des habitudes de consommation. Tu as besoin d'éduquer un marché. Bon, c'est tout ce qu'on te dirait de pas faire quand tu es en école de commerce et que tu veux entreprendre, j'imagine. D'entreprendre sur un truc en disant mais je vais convaincre les gens que c'est bien de faire comme je pense. En même temps, heureusement que tu le fais parce que sinon il n'y aurait pas entreprise d'impact. Mais comment est-ce que tu gères ce côté rééduquer tes clients en fait, tout simplement? Cette fameuse phrase de fin du monde ou fin du mois. Je la connais pas, vas-y, dis-nous. Ouais. Non, mais en fait, je vais t'expliquer dans 2 secondes, mais par rapport à ce que tu viens de dire, la réalité, c'est qu'évidemment, nous, on s'est dit, on va pas être militant, on va pas dire, il faut absolument réemployer, etc. Okay. On s'est dit, on va être engagé. On veut changer, apporter un nouveau modèle de consommation plus durable, avec du réemploi, etc. Mais on va surtout dire, en fait, on va vous apporter un super service, avant tout. On parle de notre baseline, c'est 0 contrainte, 0 déchet, 100% plaisir. Et le 0 déchet, il n'est pas en numéro 1. Pas qu'on n'ait pas 0 déchet intrinsèquement chez le fourgon, parce qu'on travaille tous les jours il y a plein de choses sur lesquelles on s'améliore à fond sur tout ça. Mais déjà, c'est de dire, avant tout, toi, consommateur, toi, famille qui a 2-3 enfants, je vais déjà te livrer des cours chez toi, de boissons, gratuitement, des trucs lourds. On a tous cet effet du supermarché avec des mains qui deviennent rouges parce qu'on porte un pack d'eau, de bière, de ce que tu veux. Et ça fait gling quand tu marches. Ouais, donc lourd. Alors, quand moi je suis grand et je fais beaucoup de sport, ça peut aller, mais quand t'as une femme qui fait 50 kilos ou 45 kilos tout mouillé et qui a assez de. Et que tu portes le quart de ton poids en bouteille, oui, c'est compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Voire la moitié, parce qu'une caisse, ça peut être vite 20 kilos. Et non, mais c'est une réalité. Donc, on s'est déjà dit, on va le faire à domicile. On va apporter ce super service de livraison et avec une capacité de se faire livrer plusieurs fois par jour. Donc, la plupart des villes qu'on livre, c'est 5 fois par jour, de 9h à 21h sur des créneaux de 2 heures. Tu peux commander le jour même et te faire livrer le jour même. T'as jusqu'à 2 heures avant le début de la tournée pour te faire livrer. T'es pas chez toi, on peut laisser les caisses devant chez toi. Et puis on fait ça du lundi au samedi. Donc on te propose vraiment le créneau que tu veux et sur les 2 heures, on va même t'ajuster ton moment de passage à 25 minutes près, qu'on tient dans 85% des cas. Donc on a fait une vraie efficacité logistique, si tu veux, pour déjà avoir un vrai service de livraison. Avec un livreur, une livreuse hyper sympa qui arrive avec le sourire. Voilà, on parlera peut-être du côté humain, mais je suppose. Mais en tout cas, on a voulu vraiment créer cette vraie expérience, le fourgon, de se dire enfin, j'ai un vrai service de livraison à domicile avec une vraie considération du client, pas le je te balance le colis à la gueule. Voilà. Tu as ce côté de dernier kilomètre dans ton activité aussi, quoi. Exactement, c'est un gros élément. Et donc, ce 0 contrainte, on l'a vraiment incarné. En ayant des prix aussi très très proches, voire parfois meilleurs que ceux du supermarché. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu créer. Parce que si on avait commencé à dire on n'est que 0 déchet, peut-être un peu plus cher parce que vous comprenez, il faut, etc.,
fin du monde, fin du mois, les centimes ont malgré tout leur importance, encore plus aujourd'hui, dans les problématiques de pouvoir d'achat, de réflexion d'inflation, et autres. Donc voilà. Et donc par rapport à ta question de comment on change les habitudes, en fait, on a déjà essayé de simplifier énormément le sujet. Retirer la douleur de se faire livrer des trucs lourds ou d'aller chercher des trucs lourds, là on te les livre chez toi, et en plus on te gère ta poubelle, parce qu'en fait t'as plus besoin de la mettre toutes les semaines, mais toutes les 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Et je paraphrase souvent une dame qu'on avait livrée très rapidement au début, je crois que c'était en mai 2021. J'étais avec la Voix du Nord, tu sais, le canard local du Nord. Et la Voix du Nord lui a posé la question en disant écoutez, pourquoi vous avez pris le fourgon? C'est parce que vous êtes très écolo? Elle a fait non, vous savez, moi, la planète, je sais pas, j'ai autre chose à penser, quoi. Et elle lui dit, moi, donc elle évoque tout de suite le zéro contrainte. J'ai une vie de famille de dingue, j'ai pas le temps, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Donc moi, me faire livrer par le fourgon, c'est canon, ça me simplifie le truc. Enfin, tout ce que j'ai raconté. Et à la fin, elle dit, mais comme c'est bien pour la planète, c'est le petit plus qui me fait encore plus rester. Ouais, je comprends. Et tu vois, et ça... T'en fais pas une injonction, t'en fais la petite caresse en plus qui fait plaisir, quoi. Exactement. Mais tout simplement, je suis certain qu'on enverra un mail à nos clients. On vous garantit que, je sais pas, vous réduisez par 2 votre CO2 grâce au fourgon, encore plus, mais vous devez payer 10 € de plus. Alors, on leur ferait une promesse un peu... Tu vas en perdre, là. Je pense qu'on perd 90%. Parce que t'as pas des clients militants, t'as juste des clients, entre guillemets. Non. Tu vois. Et je pense, le problème du militantisme, il est problématique parce qu'en fait, t'es plus audible. Il est excluant, en fait. Il est excluant. Enfin, c'est très bien qu'il y en ait sur plein de sujets, tu vois, mais dans le business, on reviendra là-dessus, mais est-ce qu'il est possible ou pas? Est-ce que tu veux faire tenir une entreprise et la développer et avoir l'impact que tu veux en étant 100% militant, quoi? Je pense que c'est compliqué, ou alors c'est un marché de niche. On voit bien un Biocop qui est très très militant sur le truc, qui fait, je pense, un très très bon boulot de fond, en fait. Mais leur discours, même moi qui suis quand même vachement dans le truc et convaincu, les 2 bras dedans, etc., je me dis parfois, putain, les mecs sont chauds, quoi, parce que leur message, c'est excluant, comme, tu vois. Et on a tous besoin de se rassembler parce que la problématique climatique qui est devant nous, elle va être hyper clivante. À un moment, comment on va mieux se nourrir, comment on va avoir des problèmes, on va avoir des problématiques d'eau, qu'on constate déjà. On est en plein dedans, là. Ouais. On est en plein dedans. Et donc à un moment, c'est soit on s'affronte tous, bon, là c'est carnage, et que ça soit en France ou avec les autres pays du monde, soit on est ensemble et on trouve des solutions ensemble, en disant on essaye de faire le maximum, mais tout le monde doit faire sa part en tout cas d'efforts, malgré tout, parce qu'on va devoir faire des efforts. Tant qu'il n'y a pas d'obligation légale, parce que pour l'instant, il n'y a aucune obligation légale dans tout ça, nous, on s'est dit, on va d'abord faire un service génial, et les gens qui vont rester seront convaincus du service, et en plus, ils auront cette touche de dire, mais en fait, je vois vraiment mon impact. C'est canon. Tout à fait. Et alors, tu parlais de ce côté accessibilité poussée au max, tu simplifies la vie à tes clients. En fait, la question que je me suis posée en préparant ton interview aujourd'hui, c'est, en fait, c'est pas la première fois qu'on voit ce discours sur des choses que tu peux te faire livrer. Tu fais de l'entrepreneuriat à impact. Comment est-ce que tu fais pour pas avoir une variable d'ajustement qui du coup soit ton livreur, et comment est-ce que tu fais concrètement pour pas devenir un Deliveroo ou Gorillaz, machin, etc. Enfin, je les connais même plus tous, tu vois. Mais ils ont tous disparu. Oui, en fait, ils se sont tous rachetés entre eux à coup de levée de plusieurs centaines de millions, voire de milliards. Je sais plus qui a gagné dans cette histoire. Je crois qu'il y a Getir. Je crois que c'est Getir qui a mangé Gorillaz. Ouais. A priori, Getir est rentable en Turquie parce qu'en fait, les salaires sont très faibles là-bas. D'accord. Je crois que c'est la seule raison. Et du coup, ça pose cette question-là. Enfin, tu es sur un modèle où à un moment donné, il faut quand même que tu marches quelque part, etc. Et très souvent, dans ces modèles-là, tu es sur un truc complètement ubérisé où ta variable d'ajustement, c'est juste tes livreurs, en fait. Oui et non. Oui, quand tu penses comme ces gens-là. Oui, mais je me doute bien que c'est pas ton cas, justement. Voilà, mais... Exactement. Non, parce que de un, déjà, intrinsèquement, moi, je comprends pas que des gens puissent encore penser comme ça, te dire je vais créer un business en se disant que ma variable justement c'est l'humain. Enfin, ça n'a pas de sens. Et ce serait encore pire sur une boîte où on te dit c'est écolo, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre comment les mecs peuvent arriver avec un logiciel mental. Enfin, ces gens-là, ils sont quand même dangereux. Et d'ailleurs, tant mieux que le marché les repousse. En fait, indirectement, on peut presque se dire tant mieux. Quand on voit les Gorillaz, l'argent perdu, enfin, finalement, voilà. Mais donc nous, fondamentalement, en fait, on a un modèle où on essaie de densifier nos livraisons. Le vrai truc, c'est que dans une tournée de 2 heures, on ne va pas livrer un client ou 2 clients.
Contrairement à un Gorillaz où le mec il prenait son vélo, il faisait 15 minutes de livraison, donc il faisait en 1 heure, il faisait une livraison d'un paquet de pâtes ou de Pringles pour l'étudiant parce qu'il en manquait pour le soir. Et tout ça subventionné par moins 40 € de promo. Et donc voilà, nous on essaye de densifier en fait nos livraisons et petit à petit. On passe de 1, 2, 3, alors c'est pas 1, 2, 3, on démarre à bien plus que ça, mais 5, 6 clients livrés à 15, 20 demain clients livrés sur une tournée. Et avec une valeur de produit qui est suffisamment bonne pour nous donner de la marge, de façon à payer correctement nos livreurs, payer nos entrepôts, payer le marketing aussi, qui coûte malgré tout de l'argent, et l'équipe qui encadre tout ça dans les services centraux, on va dire. Donc, notre modèle, il est assez établi. Mais c'est sûr que si on n'a pas de volume dans ce marché-là, on n'existe pas. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'avoir du volume pour qu'on ait suffisamment de clients qui, à un moment, font que on a cette marge distributeur qui permet d'embarquer ces coûts variables de livraison et coûts fixes d'entrepôt. Et on s'en sort. Parce que globalement on reste assez jeune, on a 20 mois même si on a ouvert 13 entrepôts, les premiers entrepôts commencent à donner des signes de rentabilité, donc on a vraiment le target qui est en ligne de mire, quoi. Et on va plus loin que ça sur les livreurs, c'est-à-dire qu'on est alors dans la livraison, si tu veux, le modèle d'heure sup, il existe. Ok. Sauf que est-ce qu'elles sont payées? En fait, c'était ça l'autre question que j'avais. C'est pour moi, les livreurs, Deliveroo, Getir, etc. Ils sont pas du tout, ils sont pas salariés. Je crois que Getir, je crois que Getir, si, c'est quand même un modèle qui s'est construit sur l'auto-entrepreneur, avec des dérives hallucinantes. Enfin, t'entends parler d'esclavagisme moderne, mais franchement, on en est vraiment pas loin. Toi, tes livreurs, ils sont tous salariés. Ils sont tous en CDI, ouais. On a des contrats à temps plein et des contrats à temps partiel, puisqu'on a pas mal d'étudiants aussi qui sont contents de compléter 2 heures le soir ou le samedi notamment. Mais globalement, ils sont tous en CDI. On leur permet, évidemment, toutes les heures sup. Je prends l'exemple parce qu'on en a qui viennent de chez Amazon, enfin de sous-traitants d'Amazon. Les mecs, ils ont beau bosser 10 heures par jour, ils sont payés que 7. À la schlag, vraiment. Moi, j'ai des histoires. Je me dis, mais comment tu peux accepter de travailler dans ces boîtes-là? C'est pas étonnant que derrière, après, ils soient tellement sous pression qu'ils te parlent mal quand ils te livrent, quoi. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, concrètement, nous, aujourd'hui, ils ont aujourd'hui donc, un modèle de CDI. On paye la mutuelle à 100%. C'est un truc important. On parlait beaucoup de maladies. Parce que tu es sur des métiers qui sont physiques. Physique. On paye la part famille aussi. Voilà, on a des livreurs qui ont des familles. Donc, pour nous, c'est un truc sur lequel on ne veut pas déroger. On a des grades, en fait, au bout d'1 an, ils peuvent quasiment prendre l'ordre de 10% de salaire en plus. S'ils passent des niveaux de compétences, on a des parcours. Je pense à un livreur qui a démarré chez nous, qui s'appelle Alexis, qui est devenu adjoint d'un site et qui est patron d'un site maintenant. Tout ça en 20 mois. Donc, on essaie d'avoir ce parcours interne pour essayer de faire progresser. Je dis pas qu'on est les meilleurs du monde, mais en tout cas, on fait le maximum pour aider. Et on a un métier physique, donc ce sur quoi on est très attaché parce que forcément, ils portent des. Alors, j'en ai fait des livraisons, donc je sais ce que c'est. Mais eux, forcément, ils font ça tous les jours et porter des caisses, c'est lourd. Et donc, on essaie vraiment d'éduquer à dire aussi les gestes et postures, comment on se tient, comment on fait, parce que si tu te plies avec les 2 jambes tendues tous les jours pour prendre des caisses, t'es mal barré, quoi. Ton dos il explose. Dans n'importe quel métier, c'est ça. Le bâtiment, c'est pareil, etc. Donc, on essaie vraiment de penser à tout ça. Avec des ostéos qui font des vidéos qu'on partage. Enfin, voilà. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début. On veut aller beaucoup plus loin. Donc, nous, notre objectif, c'est que les mecs et les nanas qui sont là, on en a aussi des livreuses, moins. C'est un des sujets. Et dès qu'on en a eu, on en est heureux parce que voilà. Mais forcément, c'est physique. Donc là, c'est le corps humain. Et donc, voilà. Et qui restent un maximum avec nous, quoi. Donc, on arrive à leur faire vivre une expérience qui va durer plusieurs années. Et si possible, on les fera évoluer dans tel ou tel autre métier. Alors, tu vois, justement, c'était une des questions que j'avais, parce que comme tu le rappelles, vous avez 20 mois, vous êtes 85 maintenant, plus maintenant 145. 145, d'accord. Je pense qu'il faut que les gens le mettent sur LinkedIn. Tout le monde n'est pas sur LinkedIn, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, tout le monde n'est pas sur LinkedIn, mais effectivement, il y a un delta là-dessus. Ok, 145, donc my bad. Et genre, dans 145 personnes, ça va quand même très vite en 20 mois pour passer de 0 à 100, ou de 3 à 145. Tu fédères plein de profils et de métiers différents. Enfin, ça va, donc des livreurs dont tu parlais, les fonctions support, des gens qui doivent s'occuper de la logistique, des gens qui doivent s'occuper de la tech, des gens qui s'occupent du business, etc.
le tout sur 20 entrepôts, donc tu es un peu partout en France et tu vas continuer de t'étendre. Comment tu fais pour garder un sentiment d'appartenance et une culture qui soit homogène, si pas uniforme, dans une croissance aussi forte et, a fortiori, aussi variée en termes de métier et de géographie? Écoute, tu vois, il y a un truc que j'ai bien appris avec ma précédente expérience, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul. Donc, on a toutes les personnes qu'on recrute aujourd'hui sur les services support, que ce soit la partie RH, marketing, etc. On prend des personnes avec de l'expérience, une capacité d'encadrement pour que eux-mêmes puissent scaler leur département, quoi. Donc, c'est déjà ça qui nous a permis très rapidement de pouvoir embaucher. Sophie, qui est notre RRH aujourd'hui, forcément, elle a un dynamisme de dingue. Et voilà, elles sont 3 maintenant. Et donc, on a vraiment créé une machine à recruter qu'on doit encore optimiser pour que, justement, avec la croissance, on puisse embarquer 20, 30, 40 demain personnes, avec un vrai process d'onboarding qui est mis en place, où les personnes, un livreur, pour parler, parce que c'est le premier poste chez nous en nombre de personnes, forcément. Il a une semaine d'onboarding, il voit tous les départements de la boîte, il va faire des livraisons avec un de ses collègues qui est son parrain. Après, il fait aussi du picking, il va aussi faire du tri. Donc, on lui fait vraiment partager un maximum de choses pour que la semaine d'après, il soit dedans. Et donc, on a vraiment créé cette machine à dupliquer, on va dire, des entrepôts de façon à ce qu'on puisse scaler. Et donc, c'est vraiment le truc, moi, qui m'anime à fond, c'est comment, au maximum, on scale le business, parce que si on ne sait pas faire ça, on est un mort-né, en fait. Bien sûr. Voilà, donc là, par l'expérience, si tu veux, de ma première expérience et le fait d'être entrepreneur et d'avoir Maxime et Stéphane aussi qui ont cette expérience-là, voilà, c'est ça qui nous permet d'aller vite. Je suis sûr qu'à 22 ans, quand j'ai créé Addictis, j'aurais fait le fourgon à la place, on n'en serait pas là, quoi. Oui, tu as repris cette capacité justement à scaler des opérations. Totalement. Et on parlait de culture, tu as aussi écrit donc, les 4 valeurs du fourgon, le plaisir, le service client, l'engagement et la transparence, que tu illustres du coup depuis tout à l'heure. À quel moment tu t'es dit il faut qu'on formalise ça, et surtout qu'est-ce que ça t'a apporté de venir écrire cette culture? Alors, on l'a formalisé même avant de se lancer avec Max et Steph. Pourquoi avant? Encore une fois, c'est de l'expérience. C'est que chez Addictis, on a mis du temps à le faire. En fait, je me souviens, quelqu'un qui s'appelle Mathilde, qui nous a rejoint maintenant, qui bossait depuis 10 ans et qui m'avait dit un jour chez Addictis, les valeurs, le jour où on les a fait, ce travail de vision de valeurs, il dit, en fait, on les a enfin écrits, mais elles étaient déjà partagées, mais il fallait mettre des mots. Là, on a fait l'inverse, on a mis directement des mots et on a un peu réaffiné un ou deux trucs. On en avait 5, je sais plus c'était quoi la 5e. On trouvait que c'était finalement assez proche de la transparence, donc on a rassemblé ça. Mais on s'est dit, au moins, ça permet d'avoir un socle. Et donc, les 4, elles sont hyper importantes pour nous. Déjà, la notion de plaisir. Moi, je dis à tout le monde, si tu t'emmerdes au bureau, essaie de changer les choses avec ton manager, moi, n'importe qui. Si vraiment tu continues à t'emmerder, mais il faut que tu ailles voir ailleurs. En fait, la vie, elle est trop courte, quoi. Enfin, ça sert à rien. On n'est peut-être pas la bonne boîte pour toi. Donc, je préfère qu'on en s'en parle et que, voilà. Donc, on essaie vraiment de valoriser ça. Le service client, le client est au cœur. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure. On a cette fierté de dire qu'on est la boîte la mieux notée en e-commerce alimentaire en France. D'accord. J'ai vu que vous avez beaucoup d'avis 5 étoiles sur Trustpilot. Ouais, c'est 4,97 sur 5. Voilà, donc, tu vois, dès qu'on a un 4 étoiles, j'en ai eu un avant-hier, je crois. C'est la crise. Oui, c'est la crise. Et là, elle dit service canon, super. Et on dit, mais ça, c'est un 5. Donc voilà, donc on rappelle. Il y a toujours les gens qui disent non, mais on met pas de note parfaite. 5, c'est pour le bon Dieu. Et toi, t'es là. Mais tu te rends pas compte. Voilà. En fait, tu me donnes une mauvaise note. C'est comme l'élève qui a toujours 20 sur 20. Et puis un jour, le prof, il dit, je t'ai quand même mis 18, ça va. Ouais, mais en fait, j'ai toujours 20, quoi. Par rapport à la classe, la classe, elle est à 12, t'es à 18. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours 20, quoi. Donc nous, c'est un peu le même problème. C'est que quand tu mets 4, en fait, tu nous fous une sale note, quoi. Donc voilà, donc on la considère énormément. Et donc voilà. Et puis, haute valeur sur l'engagement. Tu vois, un être humain, c'est imparfait. Je le suis totalement. J'ai plein de choses que je fais mal, etc. Par contre, un truc sur lequel tous les jours je suis au taquet là-dessus, c'est être engagé sur faire les choses, quoi. Et vaut mieux livrer à un client que ne pas le livrer. On a une camionnette en panne, on peut le faire différemment. Je te raconte une histoire là-dessus qui est assez dingue. Si tu l'as, je la prends parce que il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est L'entreprise du bonheur. Je sais pas si tu l'as lu, sur Zappos.
Tu sais, Non, il faut, celui-là, faut que je te le conseille. Et en fait, à un moment, ils avaient tellement créé cette culture autour du client que naturellement, les salariés eux-mêmes faisaient les choses. Et il s'est arrivé la même chose chez nous il y a 3 mois, où en fait, une camionnette, elle s'est mise en warning, genre en mode problème de frein. Donc, tout est électrique, en fait, c'est un problème électronique. Hein. Et donc voilà, donc forcément, le livreur, dans ce cas-là, on lui dit pas continue. Hein. Il se met sur le côté. Il a appelé le service client et il lui restait 2 clients à livrer. Et en fait, le gars du service client, Antoine, est allé directement avec sa bagnole perso voir où se trouvait le livreur. Ils ont pris les caisses dans la bagnole, ils sont allés livrer les clients. Et à la fin, ils m'ont appelé. C'était Yann, le livreur. Yann m'a appelé en me disant « Ouais, écoute, on a eu un problème, mais c'est bon, on a livré les clients, tous les restes. Donc là, je retourne, la bagnole est là-bas. » En fait, ils ont géré ça eux-mêmes, sans avoir besoin d'un aval, d'une décision au-dessus ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait continuer à faire. Donc, et les mecs, ils étaient engagés dans le sujet, quoi. Donc voilà. Donc moi, c'est un truc qui me, en tout cas, et à l'inverse, quand les gens me disent, je m'engage à faire ça et qu'ils le font pas, ils peuvent avoir un problème et qu'ils communiquent pas. Là, ça me rend fou parce que c'est ça qu'on remarque que c'est une de tes valeurs. Exactement. Et une valeur d'entreprise. Et c'est intéressant cette histoire parce que, t'as ton engagement, le service client, etc. Et t'as surtout ce vrai côté, en tant que, pour leur manager et pour toi, en tant que dirigeant, c'est très libérateur. C'est-à-dire que t'es pas en train de gérer ce genre de truc toute la journée. Tu sais que tu peux faire confiance à tes équipes. Bien sûr. Et qu'ils vont prendre les initiatives d'eux-mêmes et que ça va être fait, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est top parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu construire comme culture et la culture, elle est là. Maintenant, le gros enjeu, tu l'as dit, en disant 85, on est 145, c'est que on va vite grossir, on sera certainement 250, 300 personnes peut-être fin d'année. Et donc, c'est comment on maintient ce niveau-là. Dans le niveau de service client, dans le niveau d'engagement de la culture. Et ça, c'est un vrai truc ça m'empêche pas de dormir, mais qui me questionne tous les jours de dire comment on est meilleur dans cette problématique où on grossit vite, on ouvre beaucoup de villes, on a de plus en plus de produits. On doit gérer toute cette notion de reverse logistique pour s'assurer que les bouteilles sont vraiment bien nettoyées, elles retournent bien dans le cycle, parce qu'on a des partenaires, donc évidemment elles sont toutes nettoyées, mais on veut vraiment avoir cette assurance-là sur l'impact, et donc que ce système à multifacettes, il tienne bien avec demain 2000, 3000, 4000 personnes. Donc, après, c'est la question des systèmes que tu vas créer. Et comme tu as créé des systèmes et des process pour ta logistique, pour ta tech, etc., c'est quel système tu mets en place pour venir ancrer cette culture-là. Et tu l'as déjà vécu, mais tu passes différents stades. Il y a des stades où tu n'as même pas besoin de dire nos valeurs, c'est ça, etc. Ouais. Parce que tu es quasiment tous au même endroit, dans le même entrepôt, etc. Donc c'est facile. Arrivé à un certain stade, tu vas être en train de, t'as besoin de plus en plus l'ancrer, de plus en plus le rappeler, le formaliser, le communiquer, le diffuser, etc. Et pour le coup, c'est un sujet de, quand tu scales ta boîte, tu as besoin de scaler ta culture aussi. Ouais, avec ce point que tu as indiqué, c'est le multisite. Tu vois, on a 13 sites aujourd'hui, on en aura 20 fin d'année. Forcément, s'assurer que l'équipe de Grenoble elle est toujours bien entourée. Donc, comment on va les voir régulièrement, comment on s'assure que la culture est là, que les process sont maintenus, que le niveau d'engagement est le même, voilà. Et ça, il faut aller sur le terrain. Donc, et on pourra en parler si tu veux, mais tu as un sujet proactif. En fait, ton meilleur levier pour ça, c'est tes managers. Ouais. Et comment tu t'assures que eux, tu les formes, t'en fais des interlocuteurs qui sont hyper clés, qui sont des garants de ta culture. Et après, tu as un sujet de mesure et de data pour être, comme tu mesures, j'imagine, ta marge, ton temps de livraison, ta satisfaction client. Comment est-ce que tu mesures ton intensité? On est bien d'accord. Ce qui est un sujet que rencontre toutes les boîtes en hyper croissance pour le coup. On a commencé, tu vois, à mesurer déjà un peu comme un NPS client, on fait un NPS salarié déjà chaque trimestre. En fait, il y a des entretiens trim pour toute la boîte. Donc, c'est cool. Ça, c'est un truc que j'ai repris d'Addictiz et d'une belle boîte parce que Maxime a fait une partie de son expérience chez Decathlon et tu vois, chez Decathlon, ils sont très très forts là-dessus. On appelle les pissent bleus. Donc, nous, on est jaune, donc on dit il faut qu'on pisse jaune. Voilà, bon, c'est déjà le cas, mais voilà, c'est pour la blague. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment voulu se dire comment on recrée ce truc-là et donc on mesure déjà ce premier indicateur qui est plutôt bon. Je crois le trimestre dernier, c'est 8,7 sur 10. Donc voilà, c'est comment on se maintient à un 9 sur 10 en satisfaction employée, quoi. Donc on veut vraiment travailler là-dessus, quoi. Tu vois, justement, c'était une de mes questions pour reboucler la boucle avec la notion de l'impact, du business et de l'humain. Toi, à quoi tu mesures le succès du fourgon? Parce qu'on parle avant, on parlait beaucoup de levée de fonds et de méga montants. Maintenant, on est plus sur je suis rentable à X temps. Toi, tu es sur un modèle d'impact. Comment tu intègres cette variable-là? Alors nous beaucoup de gens me disent c'est quoi ton chiffre d'affaires? Je dis écoute, en fait,
Pas que je veux pas le communiquer, c'est pas ça que je veux mettre en avant. En fait, nous, on parle plus de bouteilles retournées tous les mois. Et ça, c'est un vrai élément aujourd'hui qui nous anime en disant, alors on regarde pas au quotidien parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas, au mois, comment on fait grossir cet impact. Et le mois dernier, tu vois, c'est 470 000 bouteilles qui ont été retournées. Donc c'est cool. Alors c'est peanuts, hein, on en consomme 36 millions par jour, des bouteilles en plastoc. Donc encore un petit boulot. Donc c'est bien, on a une part de marché à aller chercher. Si c'est voilà. L'autre part du cerveau de dire je reste entrepreneur et business. Mais par contre, voilà, on a ça qui est vraiment au quotidien. Et après, à nous d'aller chercher, en tout cas, d'autres leviers pour continuer à faire grossir ces chiffres-là. Donc le chiffre d'affaires en tant que tel est important, mais c'est sûr que pour déployer un service, pour venir à ta question de c'est quoi les facteurs clés de succès, enfin c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive, il y a un sujet de financement malgré tout, parce que ouvrir un entrepôt, c'est des centaines de milliers d'euros dépensés, c'est pas rentable avant plus 2 ans globalement, hein, donc il faut investir et comme dans notre tête, il y a 2 trucs qui nous animent, on n'aime pas trop s'embêter. Comme tu l'as compris. Donc, comme les trucs, il y a certains trucs qui sont gérés, tout de suite on passe à l'étape d'après. Bon, ça c'est moi qui suis beaucoup dans cette personnalité-là. C'est bien, on est 3 qui se complètent bien. Stéphane un peu au milieu, Maxime peut-être un peu plus, parfois un peu plus sur la défensive. Moi je suis tout de suite sur l'étape d'après. Voilà, donc tantôt il me dit Charles calme-toi. Et donc on veut continuer à déployer ça parce que voilà l'autre étape c'est que on a une vraie problématique de temps. En fait, le CO2, faut pas le réduire dans 30 ans, quoi. Enfin, peu de gens s'en rendent compte, mais on a une course contre la montre qui est réelle au quotidien, parce que l'inertie de la planète, elle est telle que les effets qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour demain matin, c'est pour dans 20 ans. Et donc, si on continue à faire comme tous les jours aujourd'hui, c'est le bordel dans 20 ans. Donc il faut vraiment, et quand on écoute un Jean Covici ou d'autres, ils disent ça va déjà être un peu le bordel. Donc comment on minimise ça et on assure que l'humanité elle survive à ce plus gros défi et qu'on soit pas dans 30 ans à se dire il y a plus de planète, on sait plus cultiver, la plupart des terrains ils sont sous les eaux, donc on a de la migration population partout. Ça sera pas un bateau qui fera la une de l'actualité, ça sera un bateau par minute. Enfin, donc voilà. Et donc on a un vrai choix. Et c'est marrant. J'écoutais récemment, j'étais invité à la CCI de Lille, tu sais, et voilà. Et évidemment, tous ces sujets d'impact sont au cœur maintenant des sujets d'entreprise. Mais c'est assez marrant parce que ils disent oui, les politiques, oui, les entreprises doivent changer. Mais on dit jamais oui, le citoyen aussi. Tu vois, et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je suis hyper impact, etc. Dans la boîte, on fait ça. Et je dis mais du coup, t'es client chez le fourgon. Je le taquine un peu. Il dit bah non, il faut qu'on s'y mette. Et donc en fait, il y a une forme de cerveau qui marche pas bien, quoi, parce que le sujet c'est la consommation du quotidien en fait, en réalité. Et oui, mais après, du coup, ça reboucle ce que je disais sur personne n'est parfait, etc. Totalement. Oui. Mais ça m'amène sur une des questions que j'avais de fin de cette. Enfin, t'es quand même un entrepreneur qui est engagé sur un sujet. Tu participes à la réhabilitation d'une filière qui était en déshérence depuis, je sais pas, 30 ans. Ouais, c'est ça, 30-40. Ouais. 40 ans. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de politique ou pas ? Écoute. Je pense qu'il y a une forme effectivement, en tout cas, sur le sujet que j'aborde aujourd'hui avec le fourgon, enfin qu'on aborde avec le fourgon, oui, je pense qu'il y a cette forme de politique. Mais tu vois, ma vision de la politique, c'est que c'est le temps long. C'est un peu le problème, quoi. Donc nous, quand on est entrepreneur, on essaie de faire en sorte que le temps il soit court, quoi. Donc, est-ce qu'on a la frontière ? C'est peut-être un peu philosophique, il faudrait que je me penche plus longtemps sur le sujet, mais oui, il y a une forme d'engagement, quoi, dans une entreprise, et encore plus aujourd'hui, quoi. L'impact qu'on dit, tu sais, il y a 30 ans ou 20 ans, on disait, ouais, plutôt il y a 20 ans, il faut que le digital, etc. Tu sais, à l'époque, ils mettaient un responsable digital dans les entreprises. Oui, bien sûr. Ouais. Il était à côté, tu sais, on lui disait, tiens, prends. C'est l'équivalent du responsable RSE aujourd'hui ? Exactement. Et le digital, on dit, bah non, c'est au cœur des... Et j'ai un souvenir
Addictis était à Euratechnologie à Lille, c'est un pôle tech, un des plus gros pôles tech français aujourd'hui, et en fait, ou européen, c'est pour le côté chauvin lillois, et en fait, on avait ce côté, il y a je sais plus combien d'industries en France, enfin de verticales industrielles, et puis on disait, le digital, c'est une nouvelle. Je fais, non, vous vous trompez tous. En fait, le digital, c'est juste une composante de toutes ces... Et la partie RSE, c'est exactement pareil aujourd'hui. Il y a trop de boîtes qui disent, expérience de ma boîte précédente, Addictis, responsable RSE, il y avait une nana chez RSE chez Carrefour, on lui filait 10 000 € tous les ans pour faire un jeu, genre amuse-toi, fais un jeu. Ça. Et puis elle avait à peine, alors que le marketing, les jeux, c'était 100 000, 200 000 avec du média. Et donc, on sent, voilà, c'est un peu le côté. Et il faut que ça soit incarné au cœur du truc, quoi. C'est pas juste réduire des emails, c'est comment ta production de ton quotidien en tant qu'entreprise, elle est vraiment réduite drastiquement, quoi. Je vois très bien. Une avant-dernière question. Quand est-ce que tu arrives à Paris ? Écoute, c'est une question que... Je t'attends. Voilà. On t'attend. Écoute, on y pense sérieusement. Paris, il y a quand même deux problématiques. C'est plus galère, parce que tu peux pas rouler dans la rue. Déjà, tu peux pas rouler dans la rue. T'as des bouchons. Là, tu parlais de rentabilité tout à l'heure indirectement sur les livreurs. À un moment, si je fais 3 fois plus de temps pour livrer une commande, à un moment, comment je m'assure que je puisse bien payer mon livreur? Donc, c'est des vraies questions qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Donc on y réfléchit parce que à un moment, il va falloir l'adresser. Maintenant, on aime bien ce côté, tu sais, un peu parallèle d'aller faire des villes comme Boulogne-sur-Mer, qui est notre dernière. Tout le monde sait c'est où Boulogne-sur-Mer. Voilà, Non, tu sais que Franck Ribéry il a joué au foot dans sa jeunesse. C'est vrai. Voilà, c'est la référence. C'est ça qu'il a mis sur la carte. C'est le mettre sur la carte. C'est dans le Nord. Dans le Nord. Voilà, à peu près. Et plutôt sur le côté mer. Voilà. Du coup, normalement, on commence à y arriver. Oui. Heureusement qu'il est marqué sur mer, sinon on se poserait la question, tu vois. Non, mais et donc c'est évidemment le blague, mais forcément, et l'accueil, il est dingue. C'est-à-dire qu'on démarre sur Boulogne, on a un effet bouche à oreille qui est dinguissime sur notre service. Les gens nous attendent vraiment, et on fait un même démarrage avec Boulogne qu'on a démarré à Lyon en termes de démarrage, en termes de croissance. Donc alors Lyon va évidemment dépasser Boulogne à un moment. Il y a beaucoup plus de personnes, mais on a une vraie en tout cas une vraie attente et bassin de population. Donc on aime bien ce côté un peu, tu sais, océan bleu. Voilà. Et l'autre partie, c'est qu'à Paris, il y a quand même 25 000 solutions de livraison à domicile. Et donc tu as un sujet aussi coût marketing. Donc voilà, on préfère, tu sais, y aller étape par étape, mais peut-être que j'aurai de bonnes nouvelles à annoncer d'ici la fin de l'année. Ça marche. On attend ça avec impatience, du coup. Dernière question qui est traditionnelle sur ce podcast. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un de tes pairs, un entrepreneur, un dirigeant qui hésiterait à travailler sur sa culture d'entreprise ? Bon, il n'y a pas de sujet, quoi. Enfin, tu peux... Je vais le faire dans l'autre sens. Une boîte qui ne considère pas la culture d'entreprise, donc les salariés et l'impact, parce que je vais mettre l'impact dedans, au cœur de son business, meurt demain. Elle n'existera plus demain. Donc, je le prends vraiment à l'inverse, tu sais, parce que beaucoup de gens disent « Ouais, tu sais, mais ça coûte, j'ai pas le temps. » En fait, non, ça va pas te coûter. Alors, t'es pas obligé d'investir des milliers et des cents. Tu peux démarrer par des petites étapes. Je pense que tu vois, tu peux y aller. Mais en tout cas, si tu le considères pas, l'impact, enfin toute la partie RSE, tu le considères pas, t'es mort demain. Tu n'existeras plus en tant qu'entreprise. Donc, si en tant que dirigeant, tu veux que ta boîte elle survive, c'est souvent ce que tu as envie de faire quand même. Considère le truc. Super. Merci beaucoup, Charles, pour ce moment passé ensemble. En tout cas, j'en repars avec l'impression qu'en fait, des fois, il suffit de faire les trucs, tu vois, et que ça semble pas si difficile que ça finalement en t'écoutant, alors que ça l'est. Mais tous les trucs que tu crois pas possible, en fait, ça se fait, quoi. Et il y a beaucoup de bon sens et de simplicité dans ce que tu partages. Merci, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, le bon sens. Beaucoup de choses qui peuvent être faites différemment. Voilà, il y a tellement d'autres exemples là-dessus, mais oui, c'est ce qui nous anime. Super. Merci beaucoup, Charles. Merci pour l'accueil. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et
Vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.